Bien, mesdames, messieurs, il est 19 heures, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Chers collègues, donc je vous souhaite à tous la bienvenue et à ceux qui nous suivent sur Facebook. Avant de commencer ce conseil, je voudrais faire deux interventions. La première, c'est pour remercier les services et tous les acteurs, artistes de la fête de la musique, donc de samedi, qui ont permis à son bon déroulement. Et je pense que j'y étais, donc je confirme que ça s'est très bien déroulé devant une bonne ambiance et un public nombreux. Et également donc saluer les services de nouveau, mais aussi toutes les personnes qui ont participé ce dimanche au vote, enfin au vote non, à la tenue des bureaux de vote donc pour les départementales et les régionales. Donc je rappelle à cet effet que nous revoterons dimanche pour et les départementales et les régionales. Deuxième point, je voudrais revenir sur un événement qui s'est déroulé jeudi dernier. Donc peu de gens sont au courant, mais je préfère, enfin je souhaite le dire à tout le monde. Donc ça s'est passé à l'école des Aswedel ce jeudi matin. Donc c'était un événement qui a été rapporté et déformé par un post sur Pèlerin News. Donc c'est un post qui mettait en cause donc un agent des écoles. Donc au vu de ce post, cet agent a immédiatement porté plainte à la gendarmerie et il a demandé à la direction générale des services de se rapprocher de la protection fonctionnelle des agents pour voir comment articuler tout ça. Donc la personne qui a fait ce poste devrait être convoquée par la gendarmerie pour s'expliquer et l'affaire, bien entendu, suivra son cours. Alors là, aujourd'hui, je ne remets absolument pas en cause Pèlerin News. C'est très clair. Par contre, je précise que les gens qui postent sur ce réseau donc, sont responsables de ce qu'ils mettent. Et l'administratrice doit être la modératrice de ce site et agir comme telle. Donc ce poste est resté suffisamment visible pour justement justifier cette plainte. Il a été retiré depuis. Voilà, donc bien entendu, j'apporte tout mon soutien à l'agent concerné. Voilà. Donc vous comprendrez que je ne peux pas en dire plus tant que l'enquête de gendarmerie est en cours. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc nous allons passer à l'appel des conseillers. Le maire, eh bien, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Oui. On dit présent. Marie-Christine Curodo. Présent. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gahouillère. Présent. Monique Serrault. Patricia Tellier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause. Sylvia Brizard. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. D'accord, le pouvoir. Bah, vous me le donnez que je... Et il y a l'autre aussi, et donc, alors, ouais. Je vais marquer le pouvoir. Donc, Sandrine Fallot, présente. Mélodie Fournier et Christa Delru, ça doit être le second. Jean-Luc Michonneau, Françoise Paquet. Merci bien. On va regarder. Donc, Christelle Delru donne pouvoir à Madame Fallot. Et Monsieur Labarre donne pouvoir à Jean-Michel Moussu. C'est ça. Très bien. Donc, nous allons nommer une secrétaire de séance. Donc, c'est Brigitte Doucet.
qui a absolument insisté pour être secrétaire de séance, donc il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant passer à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès-verbal? Madame Fallot. J'ai juste une remarque très rapide. Une petite erreur de titre, page 8, tout à la fin, sur notre question écrite de notre groupe. C'est la question numéro 3, au sujet du square Chanson. Il y a 2 fois des questions qui parlent de vidéosurveillance. Celle du dessus, c'est bien la vidéosurveillance. La question numéro 3, c'est au sujet du square Chanson. Voilà, si on peut juste modifier ça, ça permet de comprendre le sujet qu'il y a dessous. Sinon, pour le reste, c'est conforme pour l'équipe. Voilà. Merci. Bon, très bien, ça sera rectifié. Il y avait, je crois, une autre. Madame Paquet. Oui, je voulais juste signaler une petite coquille en début de compte-rendu. Il est écrit le cabal réalisé dans les écoles à la place du câblage réalisé dans les écoles. Bon, c'est quand même pas le même sens. Bon, on va arrêter la cabale et faire du câblage. Vous avez raison. Très bien. Autre chose? Non, bah écoutez, on va passer à l'approbation. Qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, donc unanimité. Donc maintenant, je vais vous lire l'ordre du jour de ce conseil. Donc nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal, le compte-rendu des décisions prises par le maire. Après, nous aurons un volet finances et ressources humaines avec la délibération cadre sur l'organisation du temps de travail, une modification du tableau des effectifs, un recrutement d'agents contractuels sur les emplois non permanents, commission locale d'évaluation de transfert de charges, une adhésion à la plateforme de vente aux enchères Web Enchères, une décision modificative numéro 1. Après, nous aurons un volet culture, démocratie participative, où on parlera d'une attribution d'une subvention de projet au foyer socio-éducatif du collège Pierre et Marie Curie. Enfin, un volet petite enfance, enfance jeunesse, où nous parlerons de la convention de gestion et modalités d'organisation des services d'écart scolaires. Et en deuxièmement, les tarifs des frais de fonctionnement des élèves hors commune. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons rentrer dans le vif du sujet par les comptes rendus des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Donc, il y en a 2. La première, c'est la décision de maire numéro 12, qui est une convention d'occupation précaire d'une parcelle communale au profil du GAEC du Rocher, consenti à titre gracieux pour la période de mai 2021 au 30 avril 2022. En fait, cette parcelle, c'est une des parcelles qui constitue le futur pôle sportif que la mairie a acquis l'année dernière, en fin d'année dernière. Et donc, plutôt que de la laisser en jachère, donc, nous avons souhaité en faire, qu'elle soit entretenue. Et donc, ainsi, signer une convention avec le GAEC du Rocher. Donc, une convention qui sera éventuellement donc, renouvelée l'année prochaine. Et après, nous avons la décision numéro 13, Brigitte Doucet. Donc, il s'agit d'une convention d'honoraires avec la SS-CEPAN. Il s'agit d'un énième recours de M. Morival contre un permis de construire. Donc, nous faisons appel à une analyse juridique approfondie sur la forme et le fond du dossier. D'autre part, une convention annuelle est à l'étude pour la fin de l'année entre un cabinet d'avocats et la commune pour fidéliser le conseil et fluidifier les échanges, tels que celui en question aujourd'hui, au fil de l'année. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Madame Fallot, non? J'attendais que vous terminiez, puis il y avait une question, mais sur un autre sujet. Vous me direz quand je peux la poser. Tout dépend du sujet. Si on a terminé avec les décisions? S'il n'y a pas de questions, oui. D'accord.
C'était pour ne pas vous couper avant de démarrer l'ordre du jour, si je peux la poser. Je vous la pose en tant que garant du respect du règlement intérieur parce que ça concerne les questions orales de ce soir. Donc j'avais une information à donner et savoir comment on procédait par rapport aux questions orales et au règlement intérieur. Est-ce que je peux donner l'information et vous faire ma demande ? Ah bah allez-y. Oui. Simplement parce que j'ai cherché dans le règlement intérieur, l'article 2, la réponse à notre question, que je n'ai pas trouvée. Donc, par rapport aux questions orales qu'on pose ce soir, on sait qu'il y en a certaines qui sont désormais sans objet. Donc, vous nous direz le moment venu s'il faut qu'on les pose quand même. Voilà, c'était ça, j'ai pas l'information. Et puis, concernant l'article 2, comme au dernier CM, vous vous posiez la question de savoir si les questions étaient à poser en alternance par les conseillers. J'ai vérifié, c'est bien à poser en alternance. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on fonctionne ce soir ? Mais c'est exactement comme ça. C'est Madame Fournier qui avait posé la question. Et en fait, je lui ai répondu que je ne revenais pas sur l'ancien conseil municipal pour savoir qui avait terminé, pour reprendre sur le nouveau. C'est l'alternance, c'est dans le même conseil. On va commencer, je ne sais pas, soit par vous, soit par Nouvel Élan, et après on alterne. D'accord. Et c'est bien nous qui posons les questions alors ? Oui, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai vérifié. Normalement, on peut commencer ce soir. Oui, non. Mais ce sera au choix avec le Nouvel Élan. Voilà. Merci de m'avoir laissé apporter ces précisions. Mais c'est un plaisir. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la délibération cadre sur l'organisation du temps de travail suite à la fin des régimes dérogatoires aux 1607 heures à compter du 1er janvier 2022. Alors comme je le dis souvent, je demande aux gens d'être synthétiques et de ne pas réciter la délibération. Bah, écoutez, ce soir, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est importante. Donc, si on commence à trop synthétiser, et il faut surtout que les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant de ce qu'on appelle, nous, les 1607 heures, donc autant qu'ils soient correctement informés. Donc, en tant qu'autorité territoriale, le maire tient de la loi du numéro 84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel. Il est chargé de l'organisation interne des services municipaux et de la gestion des agents communaux. Depuis la loi numéro 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine. Les collectivités territoriales ont pu, jusqu'à aujourd'hui, en application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001. L'article 47 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a posé le principe d'un retour obligatoire à compter du 1er janvier 2022 aux 1607 heures de travail et organise la suppression de ces régimes plus favorables. Ainsi, tous les congés accordés réduisant la durée de travail effective sans base légale réglementaire ne peuvent plus être maintenus à compter du 1er janvier 2022. Entre autres, ce qu'on appelle les jours du maire, les jours ponts, les jours d'ancienneté, etc. Les collectivités concernées doivent délibérer dans un délai d'1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante. Le second tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020, la commune du Pèlerin a donc jusqu'au 27 juin 2021 pour se mettre en conformité avec cette loi. La commune du Pèlerin et l'organisation syndicale représentative de l'époque, Force ouvrière, ont signé un protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail le 29 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001, avec un maintien de la durée de la semaine de travail à 37h30, soit 7h30 par jour. Depuis la signature de ce protocole, la loi numéro 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée de solidarité de 7 heures. Ainsi, le temps de travail effectif au sein de la collectivité est aujourd'hui de 1561 heures, du fait de l'attribution de 5 jours de congés extra-légaux et d'1 jour d'ARTT supplémentaire.
Donc en fait, il y a 2 jours de congés annuels supplémentaires, donc 27 au lieu de 25 jours légaux. Et il y a 3 jours de congés mobiles, ce qu'on appelait précédemment les journées du maire, donc des jours ponts accordés chaque année par le maire. Un dialogue social a été instauré depuis le début de l'année avec les membres du comité technique de la collectivité, dialogue que chacun souhaite poursuivre encore lors du second semestre 2021. C'est pourquoi, afin d'être en conformité avec la réglementation, et à la demande, je le signale quand même, à la demande des représentants du personnel, qui impose de délibérer avant le 28 juin 2021, il est proposé aujourd'hui une délibération cadre prenant uniquement acte de la fin du régime dérogatoire aux 1607 heures à compter du 1er janvier 2022, sans en arrêter les modalités d'application. C'est-à-dire que donc la mairie, les représentants du personnel de la mairie du Pèlerin ont pris acte qu'à partir du 1er janvier 2022, il fallait travailler 1607 heures. Mais à ce jour, nous ne sommes pas encore parvenus à trouver un accord, d'où la prolongation des discussions, qui se passe relativement, enfin, c'est pas relativement bien, qui se passe très bien. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Donc c'est à la demande du personnel qu'on a fait cette délibération cadre. Et puis il y a un autre point aussi, alors on déplaise à M. Michneau qui me l'a dit gentiment, mais je le dis quand même. En fait, il faut savoir aussi que nous sommes toujours sous le coup de 2 recours au Conseil d'État. Donc, recours formulé par Madame Violot et Monsieur Baez. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre une décision. Si d'aventure je n'étais plus maire dans les mois à venir, ce n'était pas à moi de prendre cette décision, mais à celui qui éventuellement, enfin celui ou celle qui me succéderait. Donc c'est un point aussi que j'ai souhaité prendre en compte. Bon, alors maintenant, l'essence des conclusions du rapporteur du Conseil d'État ont été données le 8 juin. Donc on peut être plutôt rassuré sur la suite, mais il n'empêche que tant que ce n'est pas jugé, on est sûr de rien. L'audience a eu lieu le 10 de ce mois à 14h et nous avions notre dernière réunion avec le comité technique et les représentants du personnel le matin. Donc l'audience, donc la décision a été mise en délibéré. Et le jugement sera rendu maximum dans 3 semaines, donc à compter du 10, soit avant le 1er juillet, maximum. Donc voilà. Donc ça a été évidemment dit lors du comité technique, voilà. Et ça a renforcé la demande de faire cette délibération cadre. Voilà, je vous ai tout dit. Avez-vous des questions? Allez, Monsieur Michneau. Il faut d'abord appuyer sur le côté et puis après vous appuyez 2-3 secondes là sur on-off. Voilà, si, ça s'allume. Là, il est éteint. On va faire appel à un technicien. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors si même la technique se met contre nous, ça va pas être possible. Oui, effectivement, je vous l'avais dit en off et pas dans la commission, votre argument sur le fait que le Conseil d'État n'est pas encore pleinement statué est loin de nous avoir convaincus, puisque vous aviez la décision du rapporteur, mais ce n'est pas ça le plus important. La proposition du rapporteur, oui. Ce n'est pas ça le plus important. Vous vous souvenez probablement que lors du Conseil du 10 mai, nous vous avions suggéré de nous associer à cette délibération et en vertu de vos pouvoirs propres, votre réponse avait été sans appel, il s'agit de votre domaine réservé. Donc, nous attendions donc de voir comment ce dossier serait traité, dossier très important pour les agents. Et quand nous avons vu cette délibération, nous avons été un petit peu étonnés. Pour résumer, elle dit « Nous respectons la mise en application de la loi sur les 1707 heures ». C'est le moins qu'on puisse faire. Mais nous ne sommes pas prêts, alors on va continuer à travailler avec le comité technique. Et comme c'est obligé de voter avant le 28 juin, comme vous l'avez dit,
délibérons. Bon. Par contre, vous ne nous avez donné en commission aucune information sur la méthode, sur les engagements de votre part. Donc, quel cadre méthodo vous auriez pu évoquer ce que propose le centre de gestion, qui propose même un kit tout prêt pour réaliser ce travail, avec des questionnaires pour les agents, des tableaux de bord. Nous ne savons pas si vous l'avez mis en place. Nous ne savons rien, en fait, car vos questions étaient des plus floues. C'est votre pouvoir propre. Voilà, c'est ça. Nous attendions aussi d'autres engagements, car il y a effectivement l'augmentation du nombre d'heures. Il s'agit aussi de définir l'organisation, les cycles de travail. Vous auriez pu saisir, vous pourriez encore saisir cette opportunité pour réfléchir sur qualité de service, qualité de vie au travail, efficacité, considération du travail. Tous les agents communaux, vous le savez mieux que moi, n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes jours et horaires. Et comme vous nous l'avez dit, c'est votre précaré. Et de votre aveu même, en commission, cette délibération est creuse. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'idées, monsieur le maire, et vous le savez, nous en avons, il y aura d'autres commissions avant la fin de l'année. Donc voilà, nous refusons de signer un chèque en blanc, par respect pour les agents de la fonction publique, et nous renouvelons notre demande d'aborder ce sujet sur les futures commissions. Donc nous voterons contre cette délibération. Voilà. Vous votez contre une délibération qui a été validée donc, par les représentants du personnel de la commune du Pèlerin. Donc il faut savoir qu'effectivement, nous avons des réunions pratiquement à une fréquence d'une tous les 15 jours. Ça se passe bien, il y a des avancées. On est parti relativement de loin, mais à chaque réunion, on essaye de trouver un compromis. Et sans nul doute, nous trouverons notre compromis pour, comme vous le signalez, aussi bien pour le bien des agents que pour le bien du service public. Et je suis un maire légaliste, donc cette loi s'appliquera. Voilà. Et alors, c'est pour ça que j'ai préféré vous lire le début de l'ANES. Donc, je vais vous le relire, la petite phrase. En tant qu'autorité territoriale, le maire tient de la loi 85-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Monsieur Michneau. Ah. J'aurais voulu, j'aurais pas fait. Ça marche pas. Voilà, c'est bon, touchez à rien. Oui, nous ne contestons pas vos pouvoirs propres, monsieur le maire. La décision, effectivement, vous appartient. Et évidemment, nous ne votons pas contre cette loi cadre dans l'intention d'aller contre l'avis du comité technique. Le comité technique, logiquement, a tout intérêt à ce que les discussions avancent et que les agents puissent obtenir ce qui est le mieux pour eux. Ça paraît logique. Donc notre vote ne se situe pas dans ce domaine-là. Notre vote se situe vraiment dans le fait que nous nous demandons un petit peu, en tant qu'élus, si nous pourrions avoir un rôle quelconque à jouer et vous apporter des éclairages qui vous permettraient de décider. Effectivement, c'est votre rôle, c'est votre mission. Notre ambition n'est pas plus importante que celle-ci. Très bien, j'en prends note, mais dès qu'il y aura des avancées significatives, vous serez informés, sans problème. Avez-vous d'autres questions sur cette loi cadre des 1607 heures? Non. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Donc, Monsieur Michneau, Madame Paquet. Qui s'abstient? Qui est pour? Non, bien compter les pouvoirs. Très bien. Après, nous allons passer donc à une délibération concernant les modifications du tableau des effectifs. Alors, c'est une délibération, je dirais, en deux temps. La première, c'est on va fermer des postes. En fait, pour les besoins du service enfants, jeunesse, éducation, le RAMI, le temps de travail de 2 agents a été augmenté. Il convient donc de supprimer les postes suivants: d'adjoint d'animation territoriale, emploi permanent à temps non complet,
et adjoint administratif principal de seconde classe, emploi permanent à temps non complet. Donc ça, on ferme ces deux postes-là. La procédure de recrutement pour le poste d'agent polyvalent de maintenance des bâtiments est terminée. Le grade de l'agent qui a été retenu et qui a été accepté et qui a accepté la proposition d'emploi est désormais connu. Il convient donc de supprimer les postes suivants. L'adjoint technique principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet, et l'adjoint technique principal de première classe, emploi permanent à temps complet. Donc ça, c'est le premier point de cette modification du tableau des effectifs. Et après, vous en avez une autre. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver, que nous retrouverons même tous les ans à la même époque. Donc c'est la création. Donc Monsieur le maire informe le conseil municipal que les besoins de service peuvent l'amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité dans les différents services de la commune. Et à cet effet, donc une délibération autorisant le recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent a été prise pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Donc les temps de travail ont été modifiés à la hausse ou à la baisse et font l'objet d'une nouvelle délibération pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. C'est-à-dire qu'on va fermer un petit peu tous ces emplois que vous retrouvez derrière. Est-ce que vous avez des questions sur cette première modification du tableau des effectifs? C'est tout ce qu'il y a de plus technique et puis on la retrouvera donc la fois prochaine. Très bien. Ah, bien, Monsieur Michneau. Bien. Et en plus, Beau ça marche. progrès, beau progrès. N'est-ce pas? Non, mais Bien. je désespère pas d'ici la fin du mandat d'avoir acquis complètement la maîtrise de toutes ces données qui sont dans les pouvoirs des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est du recrutement de l'éducateur jeunes enfants pour le RAM et où en est-on du recrutement de l'instructeur du droit des sols qui avait été évoqué la dernière fois? Alors l'instructeur du droit des sols, je sais, puisqu'il y a un jury de recrutement qui est la semaine prochaine, je crois. Voilà, le 28, voilà. Et pour le premier point, la personne a été recrutée. Ça. Il n'empêche que nous nous abstiendrons sur cette délibération qui nous paraît un petit peu compliquée, très technique, comme vous l'avez dit, et dont on ne comprend pas forcément toujours très bien les tenants entre cette délibération et celle que nous voterons par la suite. Donc voilà, nous allons nous abstenir. Très bien. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc Madame Paquet et Monsieur Michneau. Et qui est pour? Très bien, le reste. Après, nous passons donc à une délibération concernant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Donc en fait, comme je disais, à la délibération précédente, on a fermé ces postes-là et qu'on va rouvrir maintenant pour la période citée, 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Donc c'est à peu près, enfin c'est complètement la même chose. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Les mêmes, Monsieur Michneau? Non, pas tout à fait les mêmes, puisqu'il y a effectivement, comme vous le dites, un lien entre ces deux délibérations. En commission, on vous a fait part de notre interrogation sur le fait d'intégrer ces emplois non permanents et saisonniers au tableau des effectifs. Alors, vous nous avez répondu par mail. La délibération crée des emplois non permanents pour le service enfance-jeunesse, pour l'entretien des bâtiments. Ces emplois sont pour la majorité des postes ouverts à temps non complet, ce qui ne favorise probablement pas le recrutement d'agents. Que penser en effet d'un poste à 5,98 35e ou alors à 6,92 35e? Peut-on savoir quel est le montant d'un salaire mensuel sur ces bases? De plus, vous évoquez dans cette même délibération les emplois saisonniers. Ceux-ci ne nous semblent pas concernés par les mêmes règles que les emplois temporaires. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est assez technique. Cela demande que l'information soit prise dans les délibérations pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on nous demande de voter. Dans cette délibération, il n'est pas indiqué quels sont les postes temporaires et quels sont les postes saisonniers.
Nous aurions souhaité que cette précision soit faite, car les règles d'emploi sont quand même différentes. Très bien. Ben, écoutez, nous prendrons en compte votre demande pour la fois prochaine. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Michneau, Madame Paquet. Qui est pour? Le reste, c'est parfait. Nous allons passer maintenant à la commission locale d'évaluation de transfert des charges, surnommée la CLECT, pour désigner des représentants. Donc je laisse Pascal Monnier en parler. Bonsoir à tous et à tous. La commission locale d'évaluation de transfert de charges est donc prévue par le Code général des impôts. Elle a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire entre les recettes de Nantes Métropole et les communes membres lorsqu'il y a des transferts de compétences ou des transferts de charges. Donc, cette commission a été créée par le Conseil métropolitain le 9 avril 2021. Et donc, elle est composée de 31 membres au total. Et Nantes Métropole demande à ce que chaque conseil municipal désigne un représentant. Pour compléter votre information, puisque vous ne l'aviez pas, sur les 24 communes, chaque commune dispose d'un représentant et d'un suppléant, sauf Nantes qui a 6 représentants, Rezé 2 et Saint-Herblain 2. Donc le président et le vice-président seront élus par la commission parmi ses membres lorsqu'elle se réunira pour la première fois. Et donc pour faire suite à la demande de Nantes Métropole, il convient de désigner le représentant titulaire qui représentera la commune du Pèlerin. Et pour assurer le bon fonctionnement de cette commission, il convient également de désigner un suppléant. Donc il est proposé de désigner M. Pascal Monnier, membre titulaire de cette commission, et Mme Mériadec comme membre suppléante de cette commission. La commission Finances Ressources Humaines, qui s'est réunie le 9 juin 2021, a donné un avis favorable. Voilà, Monsieur le maire, pour cette délibération. Est-ce que, comme en commission, on peut donner un exemple pour que tous les gens comprennent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors, le travail de cette commission, lorsque une compétence est prise en charge par Nantes Métropole, ça va lui donner un coût. Et donc, cette commission va travailler pour évaluer le coût que représente le coût de fonctionnement qui va être pris en charge par Nantes Métropole pour agir sur le territoire d'une commune. Donc ce sont des commissions techniques qui vont analyser le coût du personnel que cela représente, le coût du matériel, le coût des investissements, enfin voilà. Et donc tout ça est centralisé et donne lieu à un rapport et qui donne ensuite après une analyse dans le cadre des échanges financiers et notamment peut avoir potentiellement un impact sur l'attribution de compensation qui est un mouvement financier entre Nantes Métropole et ses communes membres. Voilà. Très bien. Merci pour l'explication. Est-ce que vous avez des questions sur cette CLECT, enfin surtout sur la désignation des personnes à la CLECT? Pas d'observation. Écoutez, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc AEP Nouvel Élan. Qui est pour? Le reste, très bien. Maintenant, nous allons passer à la délibération suivante, qui concerne l'adhésion à la plateforme de vente aux enchères Web Enchères, présentée par Mathilde Kerfourne. Alors, la collectivité est chargée du recensement des biens et de leur identification. Il importe donc que celle-ci s'attache à un suivi exhaustif de la réalité et de la présence des immobilisations et ajuste son inventaire comptable en fonction des données physiques présentes au sein de la collectivité. À ce jour, la commune est propriétaire de nombreux objets ou matériels vétustes et remplacés non affectés à un usage public et conservés dans différents lieux de stockage. Les biens acquis par la collectivité sont répertoriés dans l'inventaire comptable, mais aucun inventaire physique n'existe à ce jour.
Il existe une solution informatique qui permet à la fois d'assurer un suivi de matériel de la collectivité, la solution Teno, et de le proposer à la vente via une plateforme de vente aux enchères, Web Enchères, spécialisée pour les collectivités territoriales. Cette double solution permettra à la collectivité d'assurer un meilleur suivi de son matériel et avoir une possibilité de le vendre aux enchères en ligne sur Internet au plus offrant, en assurant la transparence et la mise en concurrence des ventes. Les intérêts de la solution Teno. Une meilleure gestion du matériel de son entrée à sa sortie d'inventaire, une localisation géographique du matériel, savoir quel service l'utilise, la création d'alertes pour les interventions programmées, un historique des opérations effectuées sur le matériel, une identification des biens par un QR code, une application mobile, des plannings de prêt du matériel, un amortissement du matériel. Et les intérêts de la plateforme Web Enchères, c'est céder en toute transparence des biens dont les services n'ont plus d'utilité, créer de nouvelles recettes pour la ville avec un patrimoine immobilisé et vétuste, réduire les déchets, optimiser les surfaces de stockage, instaurer un nouveau vecteur de communication auprès des habitants et permettre aux collectivités plus modestes de s'équiper. Le matériel vendu n'est jamais livré, mais enlevé sur place par l'acquéreur en l'état. Aucun frais de commissionnement n'est à prévoir. La totalité des recettes des ventes aux enchères revient à la collectivité. Le contrat proposé par la société prévoit un abonnement annuel de 1 150 € hors taxe, un accès limité aux deux plateformes et la société assure les démarches administratives de la vitrine personnalisée, la déclaration de la CNIL, la conformité au règlement général de la protection des données. La commission Finances et Ressources humaines du 9 juin 2021 a donné un avis favorable à l'unanimité. Le conseil municipal est invité à adhérer à la plateforme de vente aux enchères pour des biens dont la valeur unitaire est inférieure à 4 600 €. Au-delà des 4 600 €, le conseil municipal sera compétent pour décider de la condition de la vente. Informer le conseil des ventes réalisées par décision du maire et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Bien, bah écoutez, la présentation a été claire. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Moussu. Alors, moi, j'ai une petite question. Je voulais simplement savoir, effectivement, on paye une cotisation, c'est ça, plus ou moins, tous les ans. Mais je voulais savoir, ça nous engage, enfin, c'est une tacite reconduction, comment ça se passe? Est-ce qu'on est engagé, ou comment on peut se désengager de ça? C'est à l'année. C'est à l'année. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, tous les ans, en fait, on va être obligé de revoter. Tous les ans, c'est ça. Bon, d'accord. On va regarder, parce que là, effectivement, on a quand même un certain nombre d'éléments d'éléments à vendre. Donc, enfin, c'est pas non plus inépuisable. Le jour où il n'y aura rien à vendre, ça sera ridicule. C'était ma question, justement. Mais et autrement, ma deuxième question, qui va faire l'inventaire de tous ces objets, prendre des photos parce que j'ai pas l'impression que ce soit le site. Hein. Le site, lui, il va mettre des codes barres, il va... Non, mais principalement, beaucoup de choses sont stockées au service technique, enfin au CTM, donc ça sera les services techniques qui vont s'occuper de ça. À l'occasion du déménagement, peut-être. Eh ben voilà. Voilà. Okay. Voilà. Ok, très bien, c'est tout. D'autres questions sur cette web enchère? Oui, Madame Fournier. C'est bon, on m'entend? Oui, on m'entend. Oui, j'aurais une question sur ce matériel vétuste et remplacé. Finalement, c'est remplacé d'où? Enfin, je me demandais si c'était en rapport avec... excusez-moi, avec les perturbateurs endocriniens, pardon. Voilà. Alors, entre autres, mais pas que. C'est sûr que tous les bros en plastique, on pourrait les mettre à vendre, c'est évident. Mais on a un stock quand même relativement plus important. Je vous dis, on a ne serait-ce qu'un bateau, déjà, un bateau à vendre. On a des meubles d'école, enfin des meubles de classe qui sont à vendre. On a également des meubles de fourniture pour la médiathèque. Voilà. Mais c'est sûr que tout ce qui sera déclassé, donc vous prenez l'exemple des perturbateurs endocriniens, effectivement, tout ce qui sera acheté pour remplacer le plastique sera mis en vente. Et après, qui
Et peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur Web Enchères, donc, une commune peut acheter, mais également un particulier. Hein, tout dépend comment on met l'objet en vente. Voilà. Autre question? Bien, bah écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre cette adhésion à Web Enchères? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc après, nous allons passer à la décision modificative numéro 1, présentée par Pascal Monnier. Alors, décision modificative numéro 1, donc il convient d'apporter les modifications suivantes au budget primitif de 2021. Tout d'abord, en section de fonctionnement, pour ce qui concerne les recettes, suite aux notifications qu'on a eues des services fiscaux, on est en capacité maintenant de mettre de façon précise les recettes fiscales. Il en ressort qu'au chapitre 73, impôts et taxes, il y a à rajouter une somme de 142 370 € par rapport à ce qui était prévu au budget primitif de 2021. Et sur le chapitre 74, dotation et participation, de supprimer la ligne budgétaire compensation de la taxe d'habitation, puisque cette taxe d'habitation ne sera plus perçue par les communes, et donc il faut faire une écriture de moins 90 000 €. Au total, la commune va bénéficier de recettes supplémentaires au titre de la fiscalité de 52 370 € par rapport à ce qui avait été inscrit au budget primitif. L'autre poste qui concerne la section de fonctionnement, il convient, suite à une remarque et la demande de la trésorerie, d'inscrire une dépense qui avait été prévue à la section d'investissement qui concerne la démolition de la ressourcerie. Pour des raisons comptables et techniques, on peut dire, le comptable nous a demandé de l'inscrire en fonctionnement. Donc il convient d'inscrire 10 500 € au chapitre 67, charges exceptionnelles. Pour ce qui concerne les dépenses, la section d'investissement, deux opérations sont à être modifiées. L'opération 205, qui correspond à l'acquisition de matériel, pour inscrire au budget l'acquisition d'un véhicule qui a été fait durant le début de l'année pour répondre à la mise en place des astreintes et dans le cadre du recrutement d'un nouvel électricien. Donc il y a une inscription de 19 720 € supplémentaires à l'opération 205. Également pour le Lec Barros, qui finalement va se traduire cette année, il convient d'inscrire à l'opération 206, qui correspond aux acquisitions immobilières, un montant de crédit supplémentaire de 22 150 € pour pouvoir financer cette opération de legs. La décision modificative doit être votée en équilibre, comme le budget, et c'est pour ça qu'il y a un mouvement d'ordre de 41 870 entre la section de fonctionnement et la section d'investissement pour équilibrer. La commission finances et ressources humaines du 9 juin a donné un avis favorable. Donc il vous est demandé d'approuver cette décision modificative numéro 1 et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre cette DM numéro 1? Qui s'abstient? Monsieur Michonneau et Madame Paquet. Qui est pour? Très bien, le reste. Merci. Nous allons maintenant changer de chapitre. Nous passons dans culture, démocratie participative et manifestation. Cette délibération concerne l'attribution d'une subvention de projet au foyer socio-éducatif du collège Pierre et Marie Curie dans le cadre de l'organisation d'ateliers métalliques avec les tambours du Bronx. Je laisse Paul Brunet la présenter.
Oui, l'association, le foyer socio-éducatif du collège nous a sollicité dans le cadre de l'attribution de cette subvention de projet. Nous avons décidé à l'unanimité en commission de leur donner le maximum possible de la subvention, compte tenu du fait qu'il n'y avait eu aucun événement culturel pour les jeunes pendant l'année qui a précédé, pendant l'année qui vient de s'écouler. Donc on a appliqué les critères maximum habituels et nous avons donc proposé à la commission cette subvention de 330 € que nous vous proposons d'entériner ce soir. Avez-vous des questions sur cette délibération? Donc pour conclure peut-être, j'ai reçu un petit mot très gentil donc des gens des Tambours du Bronx remerciant la municipalité de l'investissement. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Nous changeons de nouveau de chapitre. Donc nous sommes dans la petite enfance, jeunesse. Donc, nous avons une délibération concernant les conventions de gestion et modalités d'organisation des services de car scolaires avec les autorités organisatrices de second rang, donc qui sont la commune du pôle sud-ouest. Et je vais laisser Virginie Merlet la présenter. Alors, donc, tous les circuits scolaires internes au ressort territorial sont organisés par Nantes Métropole et exploités par la CEMITAL. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence transport scolaire que Nantes Métropole a souhaité associer les communes disposant de circuits scolaires en leur conférant le statut d'autorité organisatrice de second rang, leur permettant ainsi d'exercer des missions de proximité auprès des élèves, des familles et des établissements scolaires. La convention qui concerne le pôle sportif, le pôle ouest-sud-ouest, concernant 8 communes, donc incluant la commune du Pèlerin, arrivant à échéance, il est nécessaire de la renouveler pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2021. Donc, les principales caractéristiques de la convention sont les suivantes. Les cars scolaires sont mis en service sur le territoire des communes de la métropole non desservies par les lignes régulières ou pour leurs services associés. Ils assurent la desserte des élèves vers les établissements scolaires. Ils sont ouverts à tous, sous réserve d'être inscrits préalablement Ils sont ouverts à tous, sous réserve d'une inscription préalable obligatoire sur Internet, en mairie ou au pôle sud-ouest, d'un titre de transport adapté au circuit de transport scolaire. L'accompagnement des enfants allant à l'école primaire dans le car et de la prise en charge jusqu'au portail est sous la responsabilité de la commune. Donc cette convention a été approuvée à l'unanimité lors de la commission Petite Enfance, Enfants, Jeunesse du 1er juin. Très bien. Ce sera tout. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Non, mais elle était pressée de parler, elle était sûrement ça. Voilà. Très bien, écoutez, dernière délibération de ce conseil, donc ça concerne les tarifs 2020-2021 des frais de fonctionnement des élèves hors commune. Et je laisse Adélaïde Fourage présenter cette délibération. Alors, comme tous les ans, les frais de fonctionnement des élèves hors commune doivent être votés. Il y a un article L212.8 du Code de l'éducation qui prévoit la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant les enfants des communes extérieures. C'est l'ORAN, l'agence d'urbanisme de l'agglomération nantaise, qui fixe les montants et qui les a actualisés sur les mêmes bases de calcul que celles établies précédemment. Ainsi, la base de cet indice prenant en compte l'évolution pour l'année 2020-2021 s'établit à une augmentation de 0,3% des coûts par élève, ce qui donne un coût de 440 € pour un élève en école maternelle et 312 € pour un élève en école élémentaire, classe Ulysse comprise, vu qu'on a une classe sur le Pèlerin.
Il est donc proposé d'appliquer ces tarifs pour les élèves domiciliés dans les communes extérieures pour l'année 2020-2021. Cela concerne 4 élèves en primaire, 5 élèves en maternelle et 10 élèves de la classe Ulysse. La commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse a donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà, je vous laisse. Avez-vous des questions? Je crois que j'ai la même tous les ans, ça rentre pas. C'est bien pour cette année scolaire qui va s'achever. Et on vote toujours ça au mois de juin. À la fin de la scolarité. D'accord, et on recommencera. Donc en septembre prochain, on reverra ça en juin 2022. Voilà. Chaque fois, je me dis, c'est pour après. Non, y en fait, arriver, je vais y arriver. On ne fait pas payer avant, on fait payer après. Non, mais je pensais que c'était au moins calé avant. Non. Et je crois qu'à chaque fois, j'ai le doute. Bon, merci. Donc c'est bon pour moi. Madame Paquet, je crois, avait une question. Alors, on va vous fournir un petit mode d'emploi ou un petit truc, je ne sais pas, mais... Non, mais j'avais la même question, donc là, c'est pas très grave, finalement. On va essayer de régler le problème pour les questions orales concernant les micros. Non, mais l'autre, il fonctionne, il suffit de... Voilà, ne touchez à rien, ça fonctionne. Ne touchez à rien, ça fonctionne. C'est bon. On va y arriver. Courage. Bien, écoutez, nous allons passer au vote concernant cette délibération sur les frais de fonctionnement des élèves hors commune. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc, c'est la fin des délibérations. Donc, on remarque que nous avons une respiration démocratique qui fait son effet, puisque là, nous sommes à moins d'une heure de conseil municipal, mais nous sommes passés aussi à 7 conseils municipaux par an, donc c'est ce qui fait qu'il y en a certains qui sont plus rapides que d'autres. Mais il n'empêche que nous avons quand même un peu de matière avec les questions qui vont être posées. Donc, comme il y a 4 questions pour AEP et 3 questions pour Nouvel Élan, je propose de commencer par AEP. Donc, Madame Fallot, c'est à vous. Donc, par rapport à ce qu'on a échangé tout à l'heure, sur une des 2 questions, on sait que la réponse a été apportée à la personne ce week-end. Est-ce que, comme ce n'est pas précisé dans le règlement, je la lis quand même ou pas? Oui, allez-y. Oui, parce qu'effectivement, ça... Oui, comme ça, vous la lisez, on répondra. D'accord, ok. Parce qu'elle m'en a informé. Donc, c'était une question sur la suite réservée à la demande d'une pèlerinaise parents d'élèves de rencontrer des élus de la majorité au sujet du port du masque obligatoire pour les 6-10 ans. Donc, lors de la commission jeunesse du 20 avril à laquelle AEP était présent, une citoyenne du collectif contre le port du masque pour les enfants était intervenue pour expliquer sa démarche et solliciter un rendez-vous avec Monsieur le maire sur ce sujet. Monsieur le maire avait répondu qu'elle serait reçue, mais plutôt par l'adjointe à la jeunesse. 2 mois se sont écoulés depuis la commission. Je la lis intégralement, même si la fin a changé. Cet engagement de la majorité a-t-il été tenu? Sinon, pourquoi? Et quand comptez-vous le faire? Nous savons que ça a été fait ce week-end, mais je vous laisse compléter si vous le souhaitez. Je vais laisser Cécile Mariadec répondre. Merci. Donc, j'ai été un peu surprise de la question, puisque lors de la commission, il y avait donc Madame Delru et Madame Paquet qui étaient présentes. On avait parlé de ce collectif et de la suite à apporter. On avait convenu, enfin, j'avais dit que je ne recevrais pas cette personne ni plus personne de ce collectif. Cette personne, donc, comme vous l'avez dit, elle a reçu un courrier récemment lui expliquant pourquoi. J'avais précisé lors de cette commission que je n'avais pas fait d'annonce lors du précédent conseil parce que je ne voulais pas la mettre en difficulté et éviter un certain déballage. Et comme je n'avais pas changé d'avis, Madame Paquet et Madame Delru étaient d'accord avec moi à ce moment-là. Je n'avais pas de commentaires supplémentaires à faire ce soir. Je restais sur cette ligne de conduite, à ne pas déballer cette histoire en public. Voilà. Très bien. L'idée, ce n'était pas de revenir sur le fond, c'était juste de savoir si la personne ayant demandé un contact avait une réponse. Après, je ne viens pas sur le fond du dossier. C'est question-réponse, Madame Fallot.
La deuxième. Non, on va passer oui, à. Voilà, c'est ça. Nous alternons. Alors, la question est complètement différente. Les travaux d'aménagement de la Croix-Hubin vont théoriquement commencer en septembre. Plusieurs espaces commerciaux sont prévus. À l'origine du projet, des commerçants locaux potentiellement intéressés avaient été consultés. Il semblerait que ces démarches n'aient pas été renouvelées, alors que certains seraient favorables pour intégrer ces espaces commerciaux ou cet espace commercial. Pouvez-vous nous dire comment sera traitée cette partie du programme de construction au niveau de la Croix-Hubin et qui aura la charge du suivi de ce dossier? Donc, effectivement, nous avons reçu des candidatures, 3 exactement. Et puis 2, au final, se sont désistés. Donc, l'espace dédié au rez-de-chaussée d'un des bâtiments de la Croix-Hubin sera occupé par un cabinet d'infirmières et podologues qui sont très intéressés par ce local et par sa situation. Il n'y avait donc pas d'intérêt à renouveler la démarche de consultation. Pour la gestion de la commercialisation de cet espace commercial, c'est le promoteur qui en a la charge. Et petite précision, donc les débuts de travaux ne seront pas en septembre, mais en fin d'année. Et là, ils sont en train de faire l'étude de sol. Très bien. Donc, nous allons passer à la seconde question d'AEP. Pardon. Question sur le port du masque suite à la décision du Conseil d'État numéro 452502 du 1er juin 2021. À la lecture du jugement du Conseil d'État de cette date, dont vous avez probablement dû prendre connaissance, les enfants vont-ils devoir continuer à porter le masque dans les écoles pèlerinaises? Merci. Donc, j'ai effectivement pris connaissance de cette décision du Conseil d'État, donc j'ai la copie ici. Vous me demandez si les enfants pèlerinais vont continuer à porter le masque. Eh bien, la réponse est dans la décision même du Conseil d'État, dont je vais vous lire les conclusions. C'est le rejet de la requête. Donc, les requérants font valoir que les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation dès lors que, selon eux, le port du masque tout au long de la journée ne permet pas l'épanouissement des enfants et empêche les apprentissages. Que les mesures contestées sont contraires à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 janvier 1990 et que les mesures contestées sont contraires au droit à l'autodétermination personnelle, à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle, au droit de réunion, au droit à une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à la santé, au secret médical ainsi qu'au principe de fraternité. Aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées. Il en résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence sur la requête de Madame X, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative, que la requête est rejetée. Donc, j'ai par ailleurs vu un court extrait que Maître David Guyon, qui était l'avocat des requérants, a cru bon de préciser dans une note du 17 juin, où il dit, je cite, « Les chefs d'établissement sont responsables du bon fonctionnement du service dont ils ont la charge. Ils détiennent ces compétences de par la loi. À ce titre, ils ont l'obligation de mettre en place et de faire respecter les mesures sanitaires imposées par le décret du 29 octobre 2020, décret abrogé et remplacé par celui du 1er juin 2021. Il aurait donc possible d'exiger un certificat médical pour ne pas autoriser non-port du masque. » Donc ce n'est pas la municipalité d'autoriser ou non le retrait du masque, mais bien au directeur d'école, c'est à eux qu'il faut s'adresser, ou à un statut au-dessus. Je me suis rendu compte qu'effectivement, j'aurais dû préciser sur les services périscolaires, tout ce qui concerne les agents. Mais ma question était, la question n'était pas assez précise. Madame Fallot, c'est question, réponse. Et voilà. Non pas question, réponse, question.
Bien. La question suivante est posée par Nouvel Élan. Depuis plus de 40 ans, l'accessibilité est un enjeu majeur de la société et les premières lois datent de 1975. Le 10 juillet 2014, une loi relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, ERP, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, a doté la politique d'accessibilité de deux nouveaux outils. L'agenda d'accessibilité programmée, généralement appelé ADAP, et le schéma directeur d'accessibilité, agenda d'accessibilité programmée, SDAP. En 2015, le conseil municipal de l'ancienne majorité, dont vous étiez partie prenante, a voté la délibération 2015-83 du 1er octobre, fixant un agenda pour la mise en place de l'accessibilité des ERP sur la commune. Depuis, il y a eu d'autres délibérations du Conseil, notamment pour demander des subventions, le plus souvent au titre de la réserve parlementaire, et entre autres pour l'accessibilité des bâtiments scolaires. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes aujourd'hui? L'ensemble des bâtiments concernés sont-ils actuellement en conformité? De plus, cela fera bientôt 1 an que nous avons voté la création de la commission municipale d'accessibilité. Pouvez-vous nous dire quand elle se réunira? Donc, je laisse Madame Doucet répondre. Alors, suite aux préconisations de l'ADAP, réalisées par la Socotec en 2015, effectivement, sont accessibles l'annexe, la maison de l'enfance, les asphodèles, l'église, les halles, l'ermitage et l'espace Rium, Adinrium, bien évidemment. Donc, nous poursuivons la mise en accessibilité de nos bâtiments communaux. Donc, sont au programme cette année, on en a voté le budget. Donc, l'espace Cassin et l'école Aimé Césaire pour tout ce qui est reprise de signalisation sur le cheminement extérieur, avec suppression des ressauts, bande de guidage, avaloir à reprendre. Avaloir pour recueillir les eaux de ruissellement. Reprise de la signalétique dans le bâtiment, équipement d'usage, poignées, hauteur de lavabo, urinoir, WC adapté aux personnes à mobilité réduite. Et pour le cimetière du 11 novembre, tout le cheminement de l'allée centrale, et il y a un accès sur la voie aussi, même si ces travaux sont réalisés par Nantes Métropole. Alors pour ce qui est de la commission communale pour l'accessibilité, eh bien, elle se réunira le 14 septembre prochain. Donc nous avons fait le choix d'attendre des perspectives sanitaires plus favorables en fait pour réunir cette première plénière en présentiel. Un travail de préparation est en cours avec le représentant départemental de l'APF France Handicap, Jean-Pierre Chambon, que nous avons la chance de compter parmi nos membres de cette commission, mais que nous pouvions difficilement solliciter pendant la période sanitaire que nous venons de traverser. Donc les invitations vont être envoyées à tous les membres dans les prochains jours. Très bien. Prochaine question, donc AEP. Alors, il y avait une question, mais je ne sais pas si je vais la poser en entier. C'était la question sur la réouverture de l'accès au square Pioche-Chanson. On a constaté, on est plusieurs à avoir constaté que ça a été réouvert. Bon, sachant quand même que la décision du juge, on la connaissait déjà depuis le 18 mai, on a été un petit peu surpris, on se pose un petit peu la question, savoir pourquoi ça avait été ouvert là ce soir, à la veille du conseil. Bon, c'est pas la date du conseil qui a fait, mais je laisse Brigitte Doucet répondre. Alors, aujourd'hui, juridiquement, par une délibération du conseil municipal, les terrains sont entrés dans le domaine privé de la commune. La matérialisation de cette désaffectation consistait effectivement en la fermeture de l'accès et l'enlèvement des aménagements à l'usage du public. Le nombre impressionnant de mémoires en défense produits par les requérants, sous une forme parfois virulente, nous a conduit à rester extrêmement prudent, voire même méfiant, sur la possible interprétation d'une ouverture de l'accès. Les nombreux mémoires déposés nous ont montré que cette prudence était plus que justifiée. Nous avons pourtant démontré notre intention
d'apaisement et de redémarrer le projet à zéro, à tel point que nous avons créé une commission dans laquelle siège, entre autres, un représentant de chaque minorité et des habitants, dont un riverain et un riverain requérant. J'ajoute que lors du précédent mandat, la porte du maire Patrick Gavouillère, ici présent, était ouverte aux représentants du collectif, main tendue qu'ils n'ont pas cru bon de saisir. Il en est de même avec le nouveau maire. Il faut savoir que nous ne connaissons pas ces personnes qui refusent le dialogue et préfèrent recourir à la justice, ce qui est leur droit, mais qui au final préservent leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt général. Aujourd'hui, donc, on n'a pas de réponse à cette question en raison de la problématique soulevée dans votre question suivante. Donc, mais je peux quand même la poser. La question suivante, oui, quand ça sera votre tour. Après, soyez pas gourmand comme ça. C'était fini. Bon, nouvel élan pour la dernière question, votre dernière question. La création d'instances participatives ouvertes aux pèlerinaises et pèlerinais a été l'objet de nombreux groupes de travail, discussions et débats au sein des commissions ou lors des précédents conseils municipaux. La communication et les effets d'annonce n'ont pas été en reste. Articles dans la presse, bulletin municipal, affichage numérique, site internet. Après avoir créé ces instances, vous avez invité les habitants volontaires à se faire connaître pour y participer. Des pèlerinais ont fait acte de candidature, pas énormément, mais il y en a qui l'ont fait. Afin de finaliser ces instances, vous nous avez également invités, en tant qu'élus, à participer à un tirage au sort sur les listes électorales le mercredi 5 mai pour établir la liste des candidats citoyens qui pouvaient y participer. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Lorsque nous avons envoyé nos questions jeudi soir, moment limite pour qu'on les pose, et aujourd'hui, il y a eu une petite différence. Alors, ma question va être juste un petit peu modifiée. Lorsque nous avons envoyé jeudi dernier nos questions orales, à notre connaissance, les personnes volontaires n'avaient pas été informées si leur candidature était retenue. Nous savons depuis que certains l'ont reçue le lendemain, c'est-à-dire vendredi de la semaine dernière. Toutefois, vu le délai de réponse, en termes de reconnaissance de leur motivation à contribuer et participer à la vie de la commune, c'est un signal qu'on peut qualifier de faible que vous avez envoyé. Nous ne savons pas non plus si les personnes tirées au sort le 5 mai ont été contactées, s'ils ont accepté la proposition ou s'ils l'ont refusée. Et si ça a été fait, pourquoi n'en nous sommes-nous pas informés? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ce retard? Merci. Écoutez, Paul Brunet va vous envoyer un signal fort. C'était mon accroche en plus. Non, je vous remercie, Madame Paquet, dans votre question, de rappeler que tout est fait pour maximiser la réussite de notre programme commun concernant la démocratie participative. Ça suit son cours dans les services, voilà, depuis qu'il y a eu le tirage au sort. Ça n'a pas été la priorité des agents parce qu'ils avaient d'autres dossiers plus importants à traiter dans l'urgence. Mais tous les habitants qui ont été tirés au sort ont reçu par courrier postal un courrier que je vous montre ici, avec en pièce jointe le dépliant présentant toute la nouvelle gouvernance municipale ainsi que tous les conseils participatifs créés afin que les personnes qui ont été tirées au sort et qui n'ont donc pas candidaté volontairement aient le maximum d'informations. À ce jour, 4 d'entre eux ont décliné la participation à ces conseils participatifs et c'est pour la raison pour laquelle on avait tiré au sort ensemble des listes complémentaires pour chaque conseil afin que, en fonction des refus, les personnes en liste complémentaire puissent être proposées afin que les sièges ne soient pas vacants. Voilà. Donc tous les signaux sont en vert. La mise en place de ces conseils participatifs est toujours prévue pour la rentrée. Donc on est dans les temps et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Très bien, merci Paul. Nous allons passer à la dernière question d'AEP.
Il y a des mauvaises ondes là-bas. Là. Non, ben non, ils fonctionnent tous, hein, donc ouais, ils fonctionnent tous. Quand vous appuyez dessus, ça doit être marqué Speak sur l'écran vert. Voilà, voilà. C'était rouge là. Appuyez, voilà. Voilà, hop. Non, pas assez. Gardez le. Voilà, c'est bon. C'est bon, il a fallu que je l'éteigne, je le rallume. Donc voilà, la dernière question, c'était donc question suite au jugement rendu récemment annulant le permis de construire sur le square Pierre Janson. Dans son jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal a annulé le permis de construire du projet immobilier du groupe Pierreval au square Pierre Janson, et ce, indépendamment du retrait du groupe Pierreval. Que comptez-vous faire par rapport aux demandes du collectif? Dans le courrier du PLR du 21 mai 2021, il y avait un demandant donc le collectif demandant l'abrogation des actes concernant la vente et la procédure de déclassement puisque les délibérations ont perdu leur objet. Et pensez-vous faire appel de cette décision? Je laisse de nouveau Brigitte Doucet répondre. Alors, nous avons effectivement reçu ce jeudi 17 juin, la semaine dernière, l'information officielle par l'avocat des requérants de leur demande d'abrogation des décisions concernant la désaffectation des parcelles. Au-delà de l'acharnement judiciaire, alors qu'une commission est composée de 2 riverains, est prête à être mise en route, alors que nous sommes dans une posture d'ouverture et au dialogue, la commune doit effectivement apporter une réponse, mais dans un délai courant jusqu'à la mi-juillet. Nous sommes toujours dans le délai judiciaire. Voilà. En fait, nous attendons donc l'avis des différents conseils pour savoir. Très bien, bah écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, les questions étant formulées et répondues, bah écoutez, c'est la fin de ce conseil municipal. Il est 8h15, je crois que... Voilà, je crois que c'est pas mal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis à la rentrée prochaine en pleine forme pour tout le monde. Voilà.